Bienvenue sur Décidéo, le podcast des passionnés de data, présenté par Philippe Neubourg. Bonjour à tous, bienvenue sur Décidéo. Nous retrouvons aujourd'hui David Boujarel, qui est fondateur de Cartographie. David, bonjour. Bonjour. Une petite question pour commencer tout de suite. On va parler de cartographie, du système d'information et des données. Est-ce que, en quelques mots, vous pouvez nous expliquer, pour vous, la cartographie du système d'information, c'est quoi? Oui. La cartographie des systèmes d'information, ça permet de poser tous les éléments qui composent un système d'information sous forme de différentes couches et également les relations qu'on peut trouver entre les différents éléments. Alors, quand on dit tous les éléments et ces différentes couches, vous pensez à quoi? Donnez-nous quelques exemples. Alors, il y a plusieurs couches qui sont assez intuitives en fonction des profils. On va trouver la couche métier, par exemple. Si je vais tout de suite dessus, on retrouve des processus et des données. On va en reparler. On a une couche qui est un peu moins connue, qui est la partie écosystème, qui est juste au-dessus de la couche métier, où on retrouve des systèmes et des relations. Ensuite, on a la couche applicative, qui est bien connue des systèmes software, donc on retrouve les applications, les flux et les stockages. On a également une vue container en fonction des applications qui sont déployées, où on retrouve des pods, des pools, etc. On a la vue réseau qui est très connue des personnes côté IT, où on retrouve les réseaux, les sous-réseaux, les machines virtuelles, les routeurs, les switches, etc. Et puis on a la vue physique qui se trouve juste en dessous, où on retrouve des sites, des bâtiments, des salles, des racks, des serveurs physiques et encore des éléments. Donc ce découpage sous forme de couches est un découpage qui est proposé notamment par l'ANSSI dans son guide de cartographie et qui est demandé dans le cadre notamment des OIV. Alors, si j'ai bien compris ces différentes couches, toutes les couches, sauf la première que vous avez citée, sont vraiment de la responsabilité de la DSI. Alors très souvent, quand on parle souvent de dossiers d'architecture quand on fait des systèmes d'information et on dit qu'on fait des dossiers d'architecture à quatre mains. C'est-à-dire que les couches basses, qui sont très souvent les couches réseau et physique, sont faites par l'IT plus particulièrement. Ils vont des fois un peu sur la couche container et ensuite les couches au-dessus, applicatives et container, se retrouvent très souvent sur les projets, les parties techniques. Et on retrouve la couche métier faite par des personnes qui sont plutôt product owners ou qui gèrent les produits ou qui gèrent la donnée. Ça veut dire que ça peut être des gens, concrètement, des métiers. Ça peut être quelqu'un du département finance qui va cartographier avec votre outil, on va en parler, les données du département finance. Tout à fait. Quand on fait une cartographie, on peut décider de cartographier le système d'information de manière assez précise sous l'angle d'un DSI, mais on peut aussi se dire qu'on fait un organigramme comme dans une entreprise où on définit au niveau écosystème des départements. Et pour chaque département, on va décrire l'ensemble des business process, donc typiquement, comme vous disiez, un département finance. Alors j'ai l'impression que les couches basses, elles ont été plutôt bien cartographiées. C'est pas quelque chose d'extrêmement récent, mais j'ai l'impression, en tout cas c'est ce que je constate dans les entreprises, quand on leur demande est-ce que vous avez un catalogue de données, est-ce que vous avez le lien entre les données et les applications, parfois on a des grands yeux ouverts et on a l'impression que c'est un sujet qui n'a pas été traité. Est-ce que vous avez aussi cette expérience-là, qu'on a plutôt fait les couches basses, peut-être parce que justement c'était la DSI, et pas beaucoup fait les couches hautes métiers? Alors je pense que les gens le font, mais ils n'agrègent pas les éléments. C'est-à-dire que chaque département, hein, l'IT ou le côté métier ou applicatif, chacun utilise un outil de son côté en fonction des appétences des gens, des uns et des autres. Et il n'y a pas d'agrégation, il n'y a pas de liaison entre les couches. Et les gens ont tendance à pas trop se parler. Donc c'est peut-être pas que ça manque, c'est sans doute que les gens n'ont pas connaissance que ça existe. Alors peut-être que c'est justement l'occasion de parler un petit peu de votre outil. Donc vous êtes éditeur d'un logiciel qui s'appelle Cartographite, et expliquez-nous un petit peu qu'est-ce qu'apporte un outil à cette démarche-là de cartographie. Alors, cartographie, on l'a pensé, donc comme je dis au départ, par un manque, hein. Moi, j'ai été en mission et j'ai eu la charge pendant plusieurs années de devoir faire des cartographies de systèmes d'information pour un gros client dans tout ce qui est l'aviation, donc un OIV.
Et c'est vrai que j'ai cherché des outils qui pouvaient m'aider à faire la cartographie telle que l'ANSSI le demande. Et j'en ai pas trouvé, donc j'ai dû utiliser des moyens que j'appelle un peu plus manuels aujourd'hui, qui permettent de faire des cartographies comme Enterprise Architect ou Archimate, qui sont assez connus, mais qui obligent à dessiner sous forme de rectangles et de liaisons et de tout gérer soi-même, mais qui ne créent pas de liaison au travers des couches. Il n'y a pas de cohérence en termes de modèle de données. Et c'est comme ça que l'idée est née, mais j'ai voulu créer un outil qui permet de cartographier les couches et surtout de pouvoir découvrir, de pouvoir naviguer, de jouer avec la cartographie. Donc il y a un aspect très ergonomique et user-friendly dans l'application. Qui va l'utiliser? Est-ce que c'est plutôt à l'initiative du département informatique ou est-ce que, par exemple, un département data qui met en place une gouvernance des données se rend compte qu'elle n'a pas de catalogue de données, est-ce qu'elle peut utiliser votre outil et rentrer en fait dans l'outil par la data? Oui, effectivement, c'est utilisable par les différentes personnes. En plus, on permet de gérer les droits sur chaque couche. Donc, on peut imaginer qu'on peut avoir des droits en écriture sur les couches basses pour le département IT, puisque c'est eux qui ont la responsabilité, et puis donner la main effectivement à ceux qui gèrent la partie data, notamment sur la couche métier, pour pouvoir cartographier la partie data. Et donc, chacun peut travailler sur chaque couche, peut avoir des droits en lecture sur certaines, pour être sûr de pas changer le travail des autres. Donc, mais en même temps, ça permet de découvrir et de comprendre les liaisons. On a également dans notre outil, on propose la vue de cartographie pour pouvoir naviguer donc d'une couche à une autre, mais on a une autre vue qui s'appelle la vue lisse, qui permet en sélectionnant un élément, typiquement un serveur physique, de montrer toutes les ramifications, donc de trouver tout ce qui se trouve sur ce serveur physique. Donc on va avoir les serveurs logiques, on va avoir effectivement les applications qui sont dessus, les données qui sont dessus, et les systèmes qui sont liés. Donc on a différentes vues comme ça qui sont intéressantes dans l'outil et qui apportent de la valeur en fonction des profils qui utilisent l'outil. Et alors ce lien entre les différentes couches, en fait, ça force les gens à se parler et à travailler ensemble. Du coup, c'est plutôt positif. Ça force à avoir un modèle de données cohérent et à se parler, effectivement, mais aussi ça force à se poser les bonnes questions. C'est assez logique, en fait. Et c'est de se dire, j'ai un système, quand je suis dans la vue écosystème, ce système, il fait quoi? Et donc là, on rentre dans la vue métier et on décrit les business process. Un département RH, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire l'onboarding, etc. Donc on va décrire les processus. Pour chaque processus, on va dire, mais quelles sont les données? Qu'est-ce que j'ai besoin d'entrer? Qu'est-ce que ça me produit en sortie? Ça peut être des documents, ça peut être n'importe quel type de data. Mais après, je me pose la question, je me dis, ces business process, comment on va faire pour les proposer? Donc, sur quoi ils reposent? Et c'est là qu'on rentre dans la partie applicative. Et de la même façon, les données, elles sont où? Ben là, on rentre dans les stockages. Donc, on crée le lien vers les stockages. Les applicatifs, c'est pareil, quels sont les flux et vers les stockages. Donc, on trouve de l'information. Une fois qu'on a les applications, cette application, elle est hébergée comment? Et c'est là où on descend dans la vue en dessous, soit la vue container si c'est fait au niveau container, soit dans la vue logique, c'est-à-dire les machines virtuelles. Et de la même façon, quand on a la vue réseau, c'est ces éléments réseau, donc un switch, un routeur ou une machine virtuelle, ça repose sur quoi physiquement? Ça se trouve à quel endroit? Donc on crée cette ramification dans le modèle de données qui permet d'apporter une cohérence et de questionner l'utilisateur pour qu'il fasse un SI qui est cohérent. Ce que vous nous décrivez, c'est finalement un monde merveilleux dans lequel on aurait tout cartographié. J'ai l'impression qu'à vous écouter comme ça, les gens vont se dire, oh là là, mais attends, on va commencer par les data, il va nous cartographier les processus, on va cartographier. Là, on est parti pour des années. Et puis, si on l'a pas fait jusqu'à présent et que finalement on fonctionne, est-ce que c'est vraiment nécessaire de le faire? C'est une bonne question, hein. Moi, j'ai pu, avec les expériences que j'ai eues, il y a du turnover hein, dans les entreprises et puis il y a de l'évolution des SI. Donc très souvent, l'information, si elle n'a pas été documentée dans des dossiers d'architecture, voire avec Visio ou Archimate, on a effectivement des difficultés à retrouver le SI, comment il est fait. Euh, mais on peut très bien donc s'y mettre a posteriori, mais on va perdre de l'information. C'est-à-dire que les dossiers d'architecture, trop souvent, ils sont soit pas mis à jour, soit effectivement ils sont pas lus parce que trop techniques, soit les schémas qui ont été faits par des architectes notamment vont ne plus, on va plus avoir les sources, donc il va falloir les refaire, donc on va perdre du temps. Donc le fait d'avoir un outil comme ça qui permet d'y accéder quand on veut via différents utilisateurs avec des droits, ça permet une maintenance beaucoup plus efficace et de pouvoir évoluer, faire évoluer le système d'information.
Maintenant, quand on parle de zéro, c'est vrai que ça peut paraître un peu long, mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a une facilité d'utilisation par rapport à certains concurrents qu'on peut avoir sur le marché. Eux demandent beaucoup de formation pour pouvoir maîtriser leur outil. Nous, les premiers retours qu'on a, que ce soit de clients ou de bêta-testeurs, c'est que l'outil est très facile à prendre en main et cohérent dans la compréhension du système d'information. Dans une cartographie des données, il y a des aspects techniques et puis il y a des aspects purement métiers. Les aspects techniques, c'est classiquement où est la donnée, comment elle s'appelle, son format, son type, etc. Tout ça, c'est, j'imagine que la cartographie te permet de cartographier. Mais il y a aussi des aspects métiers, comme par exemple qui en est le data owner, la définition de la donnée rédigée en français, qui n'intéresse pas toujours beaucoup la DSI, mais qui est indispensable pour que les métiers puissent échanger de la donnée. Est-ce que toutes ces informations métiers, on peut penser également à la sensibilité, à le fait que ce soit une donnée personnelle régie par le RGPD, etc. Est-ce que tout ça, ces aspects métiers, font aussi partie de la cartographie? Oui, effectivement, ça fait partie de l'outil. Alors pourquoi? Parce que déjà, c'est demandé par l'ANSSI. C'est un outil qui est quand même orienté cyber, au fond. Et donc, quand on définit une donnée, effectivement, on a le data owner. On a un champ de description pour pouvoir mettre du texte pour décrire un peu plus que juste un titre ou un label. On a le fait de pouvoir préciser si c'est une donnée personnelle ou pas. On a le type de donnée. Est-ce que c'est un document? Est-ce que c'est une donnée qui est fonctionnelle, qui est technique, on peut préciser pas mal de choses. Et puis ce qui nous a été demandé il n'y a pas si longtemps, c'est également de pouvoir rajouter des champs personnalisés. C'est-à-dire qu'on a un modèle de données, nous, qui est pour l'instant, on va dire statique, mais on va rajouter la possibilité pour les gens d'ajouter des données qui leur sont propres et qui leur parlent en fonction de leur métier. Alors, je crois que c'est très important en effet parce qu'aujourd'hui, dans les catalogues de données, on voit commencer à apparaître des données, par exemple, sur l'impact climatique, des données sur la valeur d'une donnée. Donc, on sent bien qu'il va y avoir des ajouts réguliers et que la fiche type, finalement, elle va de plus en plus se gonfler avec des informations supplémentaires. D'ailleurs, il commence à y avoir des standards. Il y a des standards open source qui permettent aujourd'hui de définir. Il y a Beatle, par exemple, qui propose un standard de data product et donc finalement qui permet d'avoir des champs et de dire ben, on a tous les mêmes parce que c'est standardisé. Est-ce que donc vous avez ces champs personnalisés, votre objectif c'est de continuer à faire évoluer finalement la fiche pour que dans le temps elle soit qu'elle couvre la totalité des besoins techniques et métiers. Tout à fait. On sait que le produit va évoluer. Alors que ce soit sur une donnée métier, comme vous le dites, mais sur d'autres types de données, bien sûr, on sait qu'il va y avoir des champs supplémentaires qui vont être demandés. Et bien sûr, on va les ajouter. Et je reviendrai sur la donnée, vous parliez tout à l'heure de classification. On a la possibilité de classifier les données que l'on renseigne dans l'outil. Et également, on peut préciser le DICT, qui est assez important d'un point de vue cyber. Et de manière logique, et c'est une bonne pratique en cybersécurité, c'est que, étant donné qu'on met des données sur des stockages, l'application permet déjà d'intégrer des bonnes pratiques en disant qu'un stockage a forcément une sensibilité, une classification qui est liée à la donnée qui stocke. Donc on a des règles comme ça qui sont assez intéressantes, qui sont des bonnes pratiques. On a de la même façon, vu que c'est un outil numérique, la possibilité dans la couche réseau, quand on met une adresse IP, qu'automatiquement ça assigne correctement dans le bon sous-réseau. Et donc ça évite de faire des erreurs. Donc on intègre des mécanismes qui permettent d'éviter des erreurs. Il n'y a pas si longtemps, j'ai mon directeur adjoint qui fait des démos pour nous, qui me disait, puisqu'il est moins technique que moi, il me disait, est-ce que le système d'information que je suis en train de créer, est-ce qu'il est cohérent? Et je lui ai répondu, le modèle de données qu'on fait permet de manière quasiment à 100% de pas générer d'erreurs. Ça évite les erreurs. Donc on pourrait imaginer que quelqu'un qui maîtrise notre outil pourrait faire la cartographie sans forcément être un architecte, même pour des couches un peu plus basses. Bien sûr, il y aurait besoin d'une vérification par la suite par quelqu'un qui est architecte. Une autre question qui revient très souvent, il y a une espèce de rêve des DSI et des directions data, c'est de cartographier Ouais. automatiquement. Et alors, on entend parfois, il y a certains de vos concurrents qui commencent à parler d'intelligence artificielle, le mot à la mode, hein, derrière lequel on peut cacher un peu tout, et qui laisse croire aux clients que bah, il suffira d'appuyer sur un bouton et puis le système va se cartographier. Vous, qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? Est-ce que c'est possible ou est-ce qu'on rêve?
Alors, c'est compliqué aujourd'hui, ne serait-ce que pour des raisons de sécurité, parce que qui dit remonter des informations, je fais la différenciation entre une cartographie qui est déclarative, où on vient mettre des éléments, on n'est pas certain complètement que ce soit ça, et puis des éléments qui sont vraiment sur le système d'information. Donc déjà, pour pouvoir remonter ces informations pragmatiques sur le terrain, il faut des agents déployés sur le SI et qui remontent des informations, il faut pouvoir ensuite les transformer et les remonter. Et très souvent, c'est des informations qui vont être très dans les couches basses. Ça va être les informations réseau, mais tout ce qui est de l'ordre fonctionnel, euh, voire applicatif, ça va être compliqué en fait de les remonter de manière instinctive. Nous, ce qu'on va proposer, et peut-être certains concurrents aussi, c'est de créer des connecteurs, parce qu'on sait que dans les systèmes d'information, on a des éléments qui sont dits master data, qui ont déjà la maîtrise d'une partie de l'information, et qui vont continuer à le faire, parce qu'ils le font très bien, et du coup, on va se connecter avec eux pour pouvoir récupérer leur information. Donc, on va synchroniser les données. Une dernière question peut-être toujours sur ce thème-là, les progiciels. Lorsque j'ai des progiciels à l'intérieur de mon système d'information, des gens comme SAP sont pas toujours très ouverts à ce qu'on vienne cartographier leur modèle de données, leur propre organisation. Comment vous gérez la chose? Alors, c'est pas propre à nous, hein. Je prends l'exemple, étant donné que je suis architecte en cybersécurité, on se pose souvent cette question-là quand ça se passe sur effectivement des progiciels. Quand on vient leur poser des questions en disant mais qu'est-ce qu'il y a sous le capot, expliquez-moi parce que c'est merveilleux ce que vous faites, mais vous êtes hébergé où, vos données est-ce qu'elles sont chiffrées, vos flux, on leur pose des questions de cyber. Certes ils sont pas très contents, mais finalement c'est pas en ayant une boîte noire que c'est mieux. Donc il faut de la clarification et d'un point de vue cyber, du coup on va quand même creuser, que ce soit des prestataires, des progiciels, et on va quand même leur poser des questions et avoir de l'assurance. Donc je dirais que c'est pas une question à laquelle répond cartographique, c'est une question de manière générale en cybersécurité où il faut aller creuser et éviter la boîte noire. Et c'est, j'imagine, la même chose si on parle de cloud ou si on parle de on-premise. Il faut aussi que la cartographie, elle soit capable d'aller chercher des données qui seraient chez des fournisseurs extérieurs. Oui, bah quand on cartographie, on va cartographier que ce soit sur du on-premise ou sur du cloud. De la même façon, on va cartographier toutes les couches, même si, enfin, comme certains disent, le cloud c'est juste l'ordinateur de quelqu'un d'autre, donc il n'y a rien de magique. La cartographie peut se faire. Alors, bah, écoutez, c'est passionnant. Vous n'avez pas cité de concurrents, mais j'imagine qu'alors, du coup, d'après ce que vous venez de me dire, vous devez à la fois vous battre contre les cartographes des systèmes d'information plutôt techniques, et puis alors, du coup, aussi contre les cartographes des systèmes de données, les Colibra, les Alation, les Data Galaxy, etc. Vous allez en avoir de la concurrence, ça va être difficile mais ce que vous dites, c'est que vous êtes capable de réunir les deux, finalement. Oui, c'est vrai que sans doute que on a des concurrents sur certaines couches qui sont meilleurs que nous. Ça, il faut être clair, ils ont fait ça pendant des années et ils vont faire mieux certaines couches. Nous, ce qu'on apporte, c'est l'agrégation et la communication, comme on dit, de l'ensemble des couches et avoir une vision qui est globale. On apporte d'autres choses puisqu'on est forcément on répond au modèle de données de l'ANSSI, donc on est sur quelque chose d'assez sérieux. Et derrière, on a une solution française, on est hébergé sur un cloud français. Également, on est lauréat France 2030, donc on a été sélectionné. J'ai eu la chance de rencontrer notre cher président, à qui j'ai pu serrer la main dans le cadre de Cartographite. On est également soutenu par le CNRS avec qui on travaille, qui sont venus nous chercher puisqu'ils ont la volonté de nous aider au travers de doctorants. Ils sont passionnés par notre sujet. Donc voilà, on a plein d'horizons qui sont pas forcément dans la concurrence, mais plutôt dans l'intérêt de notre solution. Tout à fait. Et puisque vous disiez à l'instant que certains de vos concurrents peut-être sont meilleurs sur certains points, euh, et ça fait du sens de dire finalement on sera peut-être pas le meilleur partout, mais au moins on fait en sorte que les gens communiquent entre eux, plutôt que d'avoir des hyper spécialistes chacun à leur étage et qui ne se parlent pas. C'est ça, et c'est du vécu, hein. Moi, j'ai été dans des missions où, par exemple, on faisait intervenir des ethical hackers, hein, d'un point de vue cyber. Et la première chose qu'ils vont faire, c'est de dire, expliquez-moi votre SI. Et alors, pour expliquer un SI, si c'est dans la tête de trois quatre personnes, voir qu'il y a des dossiers d'architecture à droite, à gauche, et qu'il n'y a pas une vision globale, et qu'elle n'est pas maintenue, c'est très compliqué. Voir quand on fait des audits, puisque je suis aussi auditeur ISO 27001, très souvent, on va dire, expliquez-moi vos SI, où sont vos documents, comment ça se passe. Et très souvent, c'est brouillon. Il manque de l'information, on n'a pas la bonne personne, donc on perd du temps, on perd de l'énergie.
Alors que là, ça permettrait d'expliquer directement au travers des différentes couches comment le SI fonctionne. Eh bien, écoutez, je pense qu'il y a pas mal de nos auditeurs qui vont être intéressés à découvrir cette solution parce que le sujet qu'on évoquait à la fin, c'est-à-dire d'un côté l'informatique avec ses outils, de l'autre peut-être la data avec ses propres outils, bah, c'est pas la solution idéale parce que en effet, on communique pas. Et ce que vous dites, c'est que ça va peut-être permettre de réunir les deux. David Boujarel, merci beaucoup. Je rappelle donc que vous êtes le fondateur d'une solution qui s'appelle Cartographite. Ça s'écrit CARTO Graphit. Et j'imagine que en allant sur Google, vous trouverez assez facilement le site web correspondant sur lequel vous allez pouvoir regarder un petit peu toutes les fonctionnalités et puis vous faire une démo si vous le souhaitez. En tout cas, David, merci beaucoup pour ces précisions. Et puis, on vous souhaite bonne chance. C'est une relativement jeune entreprise encore, hein. Tout à fait. On est jeune, mais on a des gens qui sont vraiment qualifiés. Au départ, ça vient d'une société donc qui s'appelle Nixiel, qui est spécialisée dans le développement informatique et la cybersécurité. Et donc, on a chez nous des gens avec qui j'ai travaillé pendant plusieurs années et qui sont passionnés par le développement. Donc, on va dire que sous le capot de Cartographite, on a aussi fait beaucoup de choses qui sont très bien, même si ça se voit pas. Parfait, écoutez, on va suivre ça avec beaucoup d'attention. David Boucharel, merci beaucoup et on se retrouve très prochainement sur Décidéo pour de nouvelles interviews. On se retrouve très bientôt sur Décidéo pour un nouveau podcast des passionnés de data.